présenter. Donc, Luc Aquilina, qui est professeur à l'Université de Rennes, a fait sa thèse à Paris 6 donc en 1992, et à l'époque, une thèse qui était de géologie fondamentale et d'hydrogéologie sur les circulations de fluides. Donc, il a travaillé pour le BRGM pendant plusieurs années dans le domaine de l'eau et en particulier des karstes. Et puis, il est rentré à l'Université de Rennes en 1999, où il s'est spécialisé sur ces questions liées à l'hydrogéologie, en élargissant aux nitrates, problème des milieux fracturés. Et puis, il y a aujourd'hui aussi un nouvel élargissement de son activité vers l'écologie et la sociologie également. Voilà, donc Luc, à toi la parole. Merci beaucoup. Donc, est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez la présentation? On voit bien, on entend bien. Ok, super. Eh bien, c'est parti. Donc, je vais faire une introduction extrêmement rapide parce que l'actualité l'a faite pour moi. Vous n'êtes pas sans avoir pu passer à côté du fait que la question des ressources en eau est devenue une actualité brûlante et un vrai sujet de société avec une urgence tout à fait majeure. Donc, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais commencer par rappeler les liens entre eau souterraine et eau de surface. Alors, c'est d'abord une question de géologie. À droite, vous voyez le massif, le bassin parisien avec ses grandes formations calcaires. À gauche, le massif armoricain. Et quand on regarde le réseau hydrographique, on voit immédiatement une différence très marquée entre les grands massifs calcaires, où on a une focalisation de quelques grandes rivières très soutenues par des nappes très importantes. Et au contraire, dans le massif armoricain, on voit un chevelu très diffus de toutes petites rivières qui sont elles aussi soutenues par des nappes, mais d'une épaisseur qui est beaucoup moins importante. Alors, si on veut analyser cette relation entre eau souterraine et rivière, on peut regarder ici un graphique sur lequel, en abscisse, vous avez les précipitations, moins l'évapotranspiration, donc ce qui reste disponible soit pour l'infiltration vers les eaux souterraines, soit pour les rivières, et en ordonnée, le débit, qui est donc justement ce qui représente les rivières. Alors, si on prend l'exemple d'un parking, dans lequel, en dehors de ce qui est intercepté, tout ce qui va tomber va directement créer du débit, on est sur une équivalence, tout ce qui tombe ressort, et on est donc sur la droite qui est au milieu du graphique, où le débit est égal à précipitation moins l'évapotranspiration. Quand on est en dessous de cette droite, on est à un moment donné où le débit est plus faible que les précipitations, c'est-à-dire à un moment donné où c'est l'infiltration qui va dominer et où on est donc dans la phase où on va stocker de l'eau dans le milieu souterrain. Inversement, quand on est au-dessus de la droite, que le débit est supérieur aux précipitations, c'est-à-dire que les eaux souterraines vont soutenir les débits d'étiage. Donc si on prend une rivière, là ici c'est une rivière de Bretagne, mais ce serait vrai sur n'importe quelle rivière en France, ben, vous voyez que les points se répartissent de part et d'autre de cette droite. Et ici le code couleur, c'est un code temporel, et globalement, ce que vous voyez, c'est qu'on est en dessous, pendant la phase donc, de recharge de la nappe, le moment où l'infiltration est importante, entre les mois d'octobre et janvier, et à l'inverse, pendant les mois d'été, on s'éloigne clairement de cette droite, et c'est le moment de l'étiage, donc le moment où on a un soutien d'étiage. Alors, bon, pour un certain nombre d'entre vous, ce sont des choses familières, mais je voudrais insister là-dessus, parce que la période de l'été est vraiment notre point faible, même si on a l'impression, parfois en entendant les discours, qu'il y a énormément d'eau disponible pendant l'hiver. Ben, pendant l'été, clairement, ce n'est pas le cas. Or, entre 60 à 80% de nos besoins se situent pendant l'été, notamment pour l'agriculture. Or, c'est le moment où les rivières dépendent vraiment uniquement de la recharge, et donc le moment où on a le moins d'eau disponible. Alors, quel va être l'impact du changement climatique? Donc, tout d'abord, je vais passer vite là-dessus parce que ça rejoint ce que présentait Jean-Christophe Calvé tout à l'heure. Le changement climatique, il est déjà engagé. Ici, on regarde les précipitations versus les températures. Le code couleur, c'est un code temporel. On regarde la période des basses eaux.
on voit clairement que des années 2000 à 2020, du jaune au rouge, ben, on a gagné en température, à peu près 1,5 degré, et qu'on a également des sécheresses plus marquées. On a rajouté le point 2022. Donc, c'est ce que nous a présenté Jean-Christophe tout à l'heure. Les prévisions, et c'est déjà ce qu'on observe, hein, vont vers des périodes estivales plus marquées, plus longues, plus intenses, plus chaudes et plus sèches. Donc, ici, c'est les prévisions globales. À gauche, c'est les prévisions annuelles. On perd un petit peu dans le sud du territoire métropolitain, on gagne un petit peu en hiver, mais en période estivale, vous voyez qu'on est partout sur des pertes sévères en termes de précipitations. Donc, c'est vraiment le point faible. Alors, pour appliquer ces questions au bassin versant, on a entrepris une démarche de modélisation assez originale, en étroite collaboration avec les gestionnaires de la ressource en eau dans le secteur de Rennes. Et donc, on a utilisé les scénarios qui viennent d'être présentés, donc ici les scénarios RCP 8.5 et 2.6, les modèles avec leurs régionalisés qui ont été présentés, qui fournissent une recharge, et donc nous on utilise cette recharge sur des bassins versants, dont on va déterminer à droite les paramètres hydrologiques, porosité, perméabilité, et ça nous permet de reproduire à la fois la nappe et le réseau hydrographique sur lequel on va caler également le modèle, donc ce qui est un peu quelque chose de nouveau, de caler des modèles hydrogéologiques sur le réseau de surface. Alors ça nous donne quelque chose comme ça, en haut, vous voyez une coupe d'un bassin versant sur schiste, où on a une nappe dont le battement est assez rapide et assez intense. En dessous, on a un bassin versant sur granit. On voit qu'on a une nappe qui est plus inertielle, qui remonte et qui redescend plus lentement. Et à droite, ce qu'on observe, c'est que la modélisation permet de voir, c'est le développement chaque année de la partie intermittente du cours d'eau en orange, alors qu'en bleu, on a la partie pérenne. Et donc, on peut le modéliser le long de l'année et au cours du temps également, puisque vous voyez qu'il y a les années qui défilent. Alors, on a appliqué cette modélisation à une question qui nous était posée par les gestionnaires et qui aujourd'hui est une question un petit peu généralisée, qui est justement quel va être le futur de ces sécheresses. 2022, ça a été un électrochoc. Quand est-ce qu'on va être confronté à des années 2022 à répétition? Donc, je vous présente ça dans un diagramme dans lequel vous voyez qu'on va des années 80 jusqu'à 2100. Et on s'est intéressé, à travers nos modèles, au nombre de jours où le débit est extrêmement faible, ici inférieur au 10e quantile. Et donc, on est sur le scénario 8.5, dit entre guillemets pessimiste, mais qui est celui qu'on suit depuis déjà une vingtaine d'années. Et donc, il y a peu de chances qu'on s'en éloigne au moins dans les 10-20 ans qui viennent. Et donc, comme tout à l'heure, hein, on utilise 12 modèles climatiques, donc vous voyez à droite qu'on représente la barre avec la moyenne et la médiane. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de cette incertitude, on voit bien que sur cette période, on sort complètement de cette incertitude et qu'on voit bien à quel point on est sur une tendance à la répétition et à l'augmentation de ces années donc très très sèches avec très peu de pluie et très très peu de débit. Code couleur, cette fois-ci, c'est un code couleur où plus on va vers le orange et le rouge, plus la sécheresse est intense. L'intérêt de cette démarche, c'est qu'elle nous permet de quantifier et de répondre à la question, puisque vous voyez, on s'est donné comme référence deux sécheresses historiques, 1976-2022. Donc, vous voyez ici à peu près le niveau en termes donc, de débit. Et ce qu'on a calculé, c'est la probabilité de retrouver un événement de ce type dans le futur. Alors, vous voyez que sur la période historique, on était sur une probabilité de l'ordre de 20%, une année sur 5 qui se rapproche de ce type-là, sachant que 1976 a été une année sèche, mais en termes de température, on est nettement plus faible qu'en 2022. Mais vous voyez surtout que dans la période
très proche, 2020-2040, on est déjà à 45%, pratiquement une année sur deux. Et 75% sur la période 2040-2060, et au-delà, on est pratiquement toutes les années, 2022 devient le quotidien, et donc toutes les années sont de ce type-là ou encore pire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intense. Et puis la deuxième question qui nous était posée, c'était de savoir quand est-ce qu'on allait avoir des années de type 2022, mais aussi quand est-ce qu'on aurait 2 années successives. Parce que en termes de gestion de la ressource en eau, avoir 2 années successives, c'est beaucoup plus difficile à gérer parce qu'on a beaucoup plus de mal à refaire les stocks. Et donc, on a calculé que jusqu'à la période actuelle, c'était des années isolées, mais que dans la période future, dans les 20 ans qui viennent, on est déjà sur des possibilités d'avoir 2 années, voire 3 années consécutives. Et c'est au moins pour une partie du territoire, probablement ce qui est en train de se produire, puisqu'on voit que 2023 a des chances d'être une année également très sèche comme 2022. Et puis, donc, dans un futur proche, donc d'ici 20, 30, 40 ans, on peut avoir jusqu'à 6 années qui se succèdent avec une sécheresse aussi intense. Donc, en conclusion, eh bien, ce que je voulais vous montrer, c'est que l'impact sur la ressource en eau, il est déjà visible et il est très fort et il va extrêmement vite et on va être vraiment dans une situation extrêmement complexe durant les périodes estivales dans les 20 ans qui viennent. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que voilà, il y a des outils qui se développent actuellement pour anticiper le futur. Et pour ça, évidemment, ne pas être dans le déni, mais commencer dès maintenant à réfléchir sur quel scénario on va pouvoir mettre en œuvre, parce que c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, puisqu'on n'a pas 50 ans ou 60 ans pour s'adapter, on a une vingtaine d'années. Et je voulais terminer sur le fait d'ajouter aussi que l'eau n'est pas simplement l'eau de notre territoire, mais il faut aussi s'interroger sur l'eau qu'on utilise ailleurs à travers notre consommation, à travers nos biens de consommation, sachant que l'ONU l'a rappelé cette année, 2 milliards d'êtres humains n'ont pas un accès direct à l'eau potable. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vais changer. Voilà. 12 minutes pile. Hein. Eh ben, c'est parfait. Le cahier des charges est respecté à la lettre. Donc, je veille aussi à ce qu'il puisse y avoir prise en compte de questions du public à distance. Vous êtes plus nombreux à distance d'ailleurs que présents ici aujourd'hui. N'hésitez pas, hein, on surveille le chat. Voilà, donc s'il y a des réactions, des questions par rapport à ce que Luc nous a présenté. Oui. Oui, bonjour Timothée Jaouen, du RPT CFGI. Je voulais savoir comment étaient construites les chroniques de précipitations et de température prospectives sur 2020-2100. J'ai issu des modélisations, mais... Alors, en fait, c'est ce qu'a présenté Jean-Christophe Calvé tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le travail qui est fait par Météo France, et notamment donc sur le portail DRIAS, où actuellement on peut récupérer directement les scénarios de précipitation. Donc en fait, nous, c'est ce qu'on a récupéré, et ce qu'on a fait, c'est utiliser ces données-là comme étant la recharge, et on fait ensuite tourner les modèles qui sont les modèles hydrogéologiques. Merci. Alors, d'autres questions, réactions? Oui. Oui, bonjour, Xavier Lopé, donc VRGL et CFGI. J'avais une question par rapport à la prise en compte du ruissellement, donc l'évolution des précipitations dont on a parlé, donc peut être aussi une évolution de la fréquence et de l'intensité des précipitations dans le futur. Est-ce que dans vos modèles, vous tenez compte de cette évolution en termes de ruissellement versus le ratio versus la filtration? Alors, oui, là encore, ce n'est pas nous, hein, mais c'est globalement le travail qui est mené par Météo France et des modèles, donc qui sont des modèles plutôt de surface, qui effectivement intègrent à la fois les variations en termes de ce qui est infiltration, ce qui est ruissellement, etc. Donc nous, on a aussi utilisé des modèles plus complexes que ceux qu'on a développés, parce que notre objectif, c'était
d'avoir des modèles assez simples, assez souples, qui permettent donc de répondre assez facilement aux différentes questions des gestionnaires, à se déplacer d'un bassin versant à un autre. On a aussi eu une démarche plus complexe où on a essayé de travailler avec un modèle qui s'appelle CWATEM, où là, on essaie vraiment d'intégrer la nature du sol, le couvert, les différents usages, etc. Merci. J'en profitais pour poser une question tant que d'autres mains ne se sont pas levées. C'est y avait un hydrogéologue qui avait fait remarquer une fois que l'eau est une ressource qui n'est pas une ressource épuisable, comme il y en a bien d'autres, mais c'est un flux. Et donc, s'il y a des problèmes de sécheresse, l'eau, où est-elle? Alors, de manière globale, il y a toujours autant d'eau sur Terre. C'est pas, la question n'est pas sa disparition, la question est sa répartition dans l'espace et dans le temps. Ce qu'on voit, c'est qu'on en a moins pendant l'été. Donc, dans certaines régions, on en aura plus pendant l'hiver. Dans certaines régions, on en aura moins de façon globale. Mais au moins sur tout le territoire national, on en aura de toute façon moins pendant l'été. Donc, l'eau, elle peut être une partie va avoir rejoint la mer pendant l'hiver, une partie va être davantage mobilisée pendant l'hiver, mais voilà, globalement, on en aura moins pendant l'été. Et derrière, ça pose les questions aussi de cette répartition entre haute surface et eau souterraine, qui est une des questions actuellement sur les tensions, une des questions qui est posée par le type de gestion qu'on a vu avec les méga-bassines. On pourrait stocker davantage dans le milieu souterrain. Pour l'instant, la réutilisation, c'est interdit pour des questions de santé publique, mais a priori, c'est des verrous qui devraient probablement sauter. Donc voilà, donc on peut imaginer, plutôt que de stocker dans des bassines, de faire du stockage en nappe pendant l'hiver, dans certaines conditions, dans certains endroits. C'est une des pistes. Et est-ce que cette piste, concrètement, elle est en train d'être activée là? Il y a des expérimentations qui sont faites? Oui, il y a des gens qui font déjà de la réutilisation, de la réinfiltration. La réinfiltration, c'est un procédé qui est relativement connu ailleurs, en Australie par exemple. Ils en ont déjà fait beaucoup. Aujourd'hui, on commence déjà aussi à faire de la réutilisation, mais pas de façon généralisée, et vers des secteurs, par exemple, on va alimenter des endroits qui vont être boisés, par exemple, mais pas directement sur à des fins de consommation. D'accord. Merci. D'autres réactions? Oui, Véronique. Véronique Mérien, c'est plus une réaction qu'une question. On a parlé pendant l'Assemblée générale du rôle du CFGI et de la société, enfin la géologie d'ingénieur. Alors, je me posais la question, est-ce que le CFGI est prêt à interpeller des politiques sur des sujets comme ça, en relation, par exemple, avec les méga-bassines ou des choses comme ça? Je pense qu'il y a des sociétés, par exemple, la Société de l'industrie minérale, interpelle le ministère sur le code minier, sur des choses comme ça. Est-ce que le CFGI est prêt à jouer ce rôle-là? J'adresse plutôt ça au CFGI d'une manière générale. Alors, le CFGI prend la question en main et puis il donne la patate chaude à Luc Aquilina, qui va donc répondre pour son périmètre. Est-ce qu'il y a un rôle d'interpellation des scientifiques comme toi aujourd'hui? Oui, alors moi j'ai publié avec un certain nombre de collègues une tribune dans Le Monde la semaine dernière sur le rôle de l'agriculture et sur le fait qu'on a besoin actuellement de réfléchir et de travailler collectivement à des scénarios pour une transformation de l'agriculture. Pour moi, le message important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. C'est un message qu'un certain nombre d'hommes politiques vont tenir. Le ministre de l'Agriculture, par exemple, est tout à fait capable de dire ça.
mais en même temps, de continuer à encourager certaines pratiques ou à mettre en place un certain nombre de freins. Et pour moi, le message important, c'est de dire qu'il faut vraiment penser aujourd'hui les objectifs dans 20 ou 30 ans. On voit ça dans l'accord de Paris sur les réductions de CO2. On a un objectif, c'est la réduction en 2050. Et on dit, tous les ans, il faut qu'on ait diminué de X%. Et là, tous les ans, on peut se dire, OK, est-ce qu'on est sur le chemin ou est-ce qu'on n'y est pas? Il faut qu'on arrive à faire la même chose aussi sur les questions de ressources en eau. Et donc ça veut dire lever un certain nombre de verrous, de gens qui disent oui, mais actuellement, on n'a pas de solution et donc on ne va pas fermer les entreprises, on ne va pas virer les agriculteurs. Non, évidemment, mais on va quand même commencer à discuter avec eux sur où est-ce qu'on en sera dans 10 ans ou dans 20 ans. Et je pense que oui, c'est un rôle important que les scientifiques et donc les sociétés comme le CFGI puissent être présentes dans ce débat-là. Alors moi, je suis preneuse de la tribune, si on pouvait la mettre sur le site du CFGI, là, c'est bien. Oui, donc n'hésite pas en tout cas, Luc, à nous envoyer le lien vers cet article que tu as co-signé la semaine dernière, puis on va discuter en conseil de sa publication sur notre site. D'autres questions encore? Écoutez, il est 57, on a encore peut-être une question. Alors, il y a une main qui s'est levée au fond, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter. Un rapide commentaire par rapport à ce que vous êtes dire. Donc, moi, je suis assureur, donc, notamment le DG d'une compagnie qui fait du climatique sur récolte. Et donc, on participe au ce qu'on appelle le barème de l'eau, qui est effectivement ce qui est piloté par le ministre actuellement. Alors, le premier chapitre, c'est réellement d'augmenter l'efficacité de la couverture des agriculteurs contre la dérive climatique. Effectivement, aujourd'hui, on est au bout des solutions assurantielles puisqu'on perd un implant. Donc, l'État, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est trop complexe. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un deuxième volet qui est prévu dans ce varenne de l'eau, qui est effectivement un volet prévention, où effectivement, dès cette année, normalement, le ministre va piloter des groupes de travail qui vont être certainement pluridisciplinaires et qui vont impliquer notamment toutes les fédérations paysannes pour avoir, ça va passer on ne va pas parler des bassines, mais parler par exemple de changement d'habitudes culturelles et puis l'évolution effectivement des variétés à utiliser, et notamment par exemple, est-ce qu'on peut continuer de faire du maïs dans le sud-ouest, du maïs non irrigué. Donc, ce sont des questions, donc il y a vraiment un volet prévention. Donc je pense que vous auriez un rôle à jouer en faisant, évidemment, peut-être que c'est déjà le cas, mais de rentrer dans les groupes de travail lorsqu'ils vont démarrer sur cet aspect prévention. Bien, donc merci, c'était une réaction du public, donc d'un auditeur qui est dans le domaine de l'assurance et qui est donc je dirais à corroborer ce que tu nous as dit à l'instant, Luc, avec son propre point de vue. Voilà, il est 50. Une vision statistique, effectivement, qui est très très lointaine, puisqu'effectivement, la société que je dirige existe depuis 1885. Et donc, nous avons des données, mais ce sont des données grêles, pas sur les nouveaux périls où on voit dériver effectivement et la sécheresse et le gel et l'excès d'eau. Alors, l'excès d'eau, ça s'est produit qu'en 2016. Par contre, ce qu'on voit, nous, ce qui a totalement tué le régime d'assurance, c'est la partie gel. Le réchauffement climatique rend les cultures plus fragiles au gel, parce qu'effectivement, par exemple, dans la vigne, il y a du débourrage qui intervient très tôt, et donc le moindre début de gel va tuer les bourgeons. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec des gros problèmes d'assurance sur des capitaux gigantesques qui sont en milliards d'euros, évidemment. Et par contre, effectivement, ce qu'on voit arriver, c'est la sécheresse, la fréquence de la sécheresse qui est en train de se taper de plus en plus fort, où effectivement, quand on est sur une année comme cette année, on va essayer d'année sans gel. Finalement, on va être à la merci d'un risque qui est le risque de sécheresse, avec, par contre, sur la partie grêle, la partie grêle, on ne voit pas sur les 60 dernières années un changement de la fréquence des événements majeurs comme l'année dernière sur la grêle. Voilà. Très bien. Alors, évidemment, le propos est très intéressant parce que c'est vrai que la vision statistique des assureurs vient enrichir tout cela. Il y aura un petit quart d'heure à la fin, si on est tous, on va dire, rigoureux avec le temps, pour reprendre peut-être ce sujet-là qui mérite de l'être sans doute. En tout cas, merci encore une nouvelle fois, Luc.
Merci. Et sans plus tarder, donc, nous allons passer à une première intervention en présentiel, ici au siège de la Société géologique de France. Donc, je coupe l'enregistrement et on va le relancer.